بحجم زلزال. Israel's strike on Hezbollah's headquarters in Beirut. That would seem to be confirmation that the leader of Hezbollah has been killed. Alors que les funérailles du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, vont se dérouler le 23 février, on revient aujourd'hui sur les dessous de l'opération qui a conduit à son assassinat. Dans ce décryptage, on vous explique tout, du déroulé de l'attaque à sa planification par Israël. Le 27 septembre 2024, aux alentours de 18 h, le soleil commence à se coucher à Beyrouth. Cela fait plusieurs jours que la guerre a pris un autre tournant dans le pays. Quelques jours plus tôt, Israël faisait exploser simultanément des milliers de beepers et talkie-walkie appartenant au Hezbollah et commençait sa campagne de bombardement massif dans tout le pays, y compris sur la capitale. Ce 27 septembre, dans la banlieue sud de Beyrouth, le vrombissement d'avions israéliens se fait alors entendre. Rien d'inédit, en particulier à la tombée de la nuit où l'État hébreu a pris l'habitude d'attaquer. Pourtant, ces avions ont cette fois-ci une mission très spéciale, certainement la plus importante jamais conduite depuis des décennies de conflit entre les deux ennemis. Leur cible potentielle, un bloc de 6 bâtiments situés dans un quartier bondé de la banlieue sud, le centre de commandement du Hezbollah. Les Israéliens savent alors qu'une réunion exceptionnelle doit se tenir ici, dans un bunker à plus de 10 mètres sous terre. Selon leurs informations, elle devrait rassembler parmi les plus hauts responsables du groupe chiite, ainsi que des commandants militaires iraniens. Certains ont prévu d'utiliser cette réunion pour exprimer leur frustration face au fait que l'Iran les empêche de répondre plus vigoureusement aux attaques israéliennes. Les avions attendent, alors qu'en Israël, les hauts responsables de l'armée suivent de près l'avancée de l'opération. Puis l'information tombe. Hassan Nasrallah vient d'arriver en voiture au point de rendez-vous, accompagné du général de brigade iranien Abbas Nilfaroushan, le commandant adjoint des opérations du corps des gardiens de la révolution islamique. Au même moment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est à New York. Il tient un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. And we'll continue degrading Hezbollah until all our objectives are met. Cette visite et ce discours devaient-ils faire croire à Hassan Nasrallah qu'il ne serait jamais visé à ce moment précis? Une question d'autant plus légitime que le chef du Hezbollah avait alors accepté un accord de cessez-le-feu avec Israël et que ce discours aux Nations Unies était donc scruté de près pour savoir si Benjamin Netanyahou allait faire de même. Les réponses ne sont pas claires à ce sujet, mais on sait aujourd'hui que c'est bien juste avant ce discours que Netanyahou donne son feu vert à l'opération. Et à 18h17 exactement, plus de 80 bombes sont larguées en quelques secondes sur la cible. Les détonations font trembler toute la capitale libanaise et sont entendues à plus de 40 km à la ronde. שאלתי אותם, כמה טון חומר נפץ אתם הולכים להטיל עליו? הם אומרים לי 40 טון. אני אומר, תלכו לחלופה של 80 טון, תכפילו את כמות חומר הנפץ על מנת שנגיע ל-99%. Un bombardement massif, réalisé par au moins 8 avions F-15, montré fièrement par l'armée israélienne quelques jours plus tard, avec cet enregistrement radio après la frappe entre l'un des pilotes et le commandant de l'armée de l'air. אתם הבאתם פה הצגת ניצחון, אני מקווה. יישר כוח. אנחנו מאוד מקווים שגדענו פה את ארגון הטרור הזה. יישר כוח, גאווה גדולה. תודה רבה מחר. אנחנו נגיע לכל אחד, לכל מקום, ונעשה כל מה שנדרש כדי להחזיר את החטופים ותושבי הצפון הביתה. עד הניצחון, יישר כוח. Les avions étaient notamment équipés de bombes du modèle BALU-109 de 900 kg, connues également sous le nom de Bunker Buster, car elles permettent de pénétrer sous le sol avant d'exploser. Des munitions extrêmement destructrices, de fabrication américaine. Dans l'attaque, tous les bâtiments sont anéantis. La zone n'est plus qu'un énorme gouffre, rempli de poussière. La nuit est tombée, et les habitants de ce quartier bondé commencent alors à fuir en masse. Mais personne n'imagine encore ce qu'il vient réellement de se dérouler. Dans l'heure qui suit, la rumeur est lancée.
Hassan Nasrallah se trouvait sur le lieu des frappes. La nuit passe alors, et au petit matin, lors de nos reportages dans les rues de Beyrouth, personne ne veut croire à ces informations. Mais à 11 h du matin, l'armée israélienne confirme officiellement la nouvelle de son côté. Et 3 heures plus tard, à 14 h 33 exactement, c'est au tour du Hezbollah. Ce n'est que le dimanche 29 que le corps est retrouvé sous les décombres. Voici les seules images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant supposément ce moment historique où le corps a été extrait. Plus d'une semaine après son assassinat, le directeur d'une brigade des pompiers affiliée au Hezbollah témoigne devant la caméra de la chaîne du parti chiite. Le corps aurait été retrouvé enlacé avec un haut général iranien basé au Liban. Il serait mort par asphyxie. Mais alors comment Israël a préparé une telle opération? Selon 3 hauts responsables de la défense israélienne cités par le New York Times, Israël savait depuis des mois où le leader se trouvait. Ils ont décidé de le frapper parce qu'ils pensaient qu'il n'avait qu'une courte fenêtre d'opportunité avant que le chef du Hezbollah ne disparaisse vers un autre endroit. L'opération était planifiée depuis le début de la semaine, alors que les dirigeants politiques israéliens discutaient avec leurs homologues américains de la possibilité d'un cessez-le-feu au Liban. Selon d'autres médias, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, avait pourtant imploré Hassan Nasrallah de fuir le Liban juste après l'attaque des Beepers le 17 septembre. Mais le chef du Hezbollah ne pensait pas qu'Israël irait jusqu'à son assassinat. Le journal américain poursuit dans une autre enquête. Ses collaborateurs l'ont exhorté à se rendre dans un endroit plus sûr. Nasrallah a refusé de répondre à cette demande. Selon lui, Israël n'avait aucun intérêt à une guerre à grande échelle. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les agences d'espionnage israéliennes surveillaient chacun de ses mouvements, et ce depuis des années. Depuis la guerre de 2006 entre le Liban et Israël, l'État hébreu a en effet redoublé d'efforts pour obtenir des informations sur le groupe chiite et son chef. Il savait qu'une autre guerre d'ampleur allait avoir lieu avec un ennemi d'autant plus redoutable. Armes, localisation de ses centres de commandement, cartographie de ses tunnels, micros dans ses bunkers, rien n'échappait à la surveillance d'Israël. Une collecte d'informations qui n'aurait pas pu se faire sans une infiltration massive du groupe, y compris à son plus haut niveau. Mais alors, y avait-il une taupe, ce jour-là, dans le bunker de Nasrallah? Pour l'heure, aucun nom n'a été rendu public. On sait toutefois que les membres de l'axe de la résistance, les alliés du Hezbollah, enquêtent activement en interne pour le savoir, y compris du côté iranien, en particulier au sein du corps des gardiens de la Révolution, qui opère sur la scène libanaise. Une investigation d'ampleur qui prendra certainement des mois, voire des années, pour tenter de réparer les énormes failles de sécurité qui ont conduit à la mort de l'homme considéré comme le plus puissant du Liban.